Alors, on est parti donc d'un certain nombre de constats classiques, à savoir que l'âne est un animal qui est en marge de l'agriculture, ce sont des choses qui sont connues. Bon, qu'il paraissait condamné notamment par tout ce qui a trait à la révolution agricole, à la mécanisation, avec des formes de renouveau que l'on constate notamment parce que on voit un certain nombre de ces animaux dans les différents parcours que l'on peut faire dans la campagne. Alors, sur des bases nouvelles, agricoles ou non, à finalité productive ou pas, avec des usages qui sont très variés dont on peut parler pendant très longtemps. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Eh bien parce que c'est dans le cadre d'une recherche en cours sur un programme qui a été validé par l'IFCE et que l'on a appelé donc l'âne et ses territoires. Alors, un premier point pour dire que cette affaire pose un certain nombre de difficultés, puisque à la fois cet animal, ce cheptel, si on peut parler de cheptel, est assez présent, mais d'un autre côté, il est toujours très difficile à repérer, et pour le géographe, ça pose des problèmes parce qu'il aime bien cartographier cette affaire-là. Alors, il y a un certain nombre de données, mais elles sont toujours un petit peu insatisfaisantes. Alors peut-être qu'on arrivera par nos rencontres tout à l'heure ou aujourd'hui, disons, à en savoir un peu plus. Mais on est parti au moins de 3 bases de données. Il y en a une première que tout le monde connaît ici, je suppose, le fichier CIR, qui vise donc à identifier les équidés avec des obligations d'identification. Bon, ça nous semble une source qui est fiable, plus ou moins rigoureuse, et on a bien constaté qu'il y avait une marginalisation des ânes qui ne sont pas identifiés, et par contre que ce que l'on appelle l'âne papier a une valeur notamment plus importante. Alors, sur ce fichier CIR, on constate qu'il y a 76 000 éleveurs et 150 000 animaux. Alors, vous ne verrez pas la carte parce qu'on a essayé de la réaliser, mais ça s'avère assez compliqué parce qu'il y a tout un traitement à partir d'un fichier qui est assez énorme. Bon, par contre, on voit qu'il y a des limites que vous connaissez sûrement, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont en dehors en marge de ce fichier, et puis par ailleurs, manifestement, il y a des problèmes de radiation de ces animaux. Hein. Alors, à la sortie, combien d'ânes? 150 000. L'INAM dit 82 000 en 2014. Bon, il y en a peut-être 100 000. En gros, j'ai l'impression que personne ne sait. Alors ensuite, deuxième source, c'est le recensement agricole, dans lequel il y avait en 2010 une rubrique ânes, mulets et bardeaux, que l'on a traité par petites régions agricoles. Le problème, c'est que là, on n'en trouve plus que 31 500, notamment parce que ce sont les cheptels des seuls agriculteurs, évidemment, recensement général agricole. Alors, elle offre quand même un certain nombre d'avantages, c'est de voir une géographie que l'on ne va pas développer ici, mais on voit bien qu'il y a des régions d'assez forte concentration et d'autres où il y en a très peu. Alors, ensuite, il y a une troisième source, c'est de s'intéresser aux ânes de race. Donc on a des sites internet sur lesquels vous avez tout bêtement les adhérents, les seuls adhérents des studbooks, par contre avec aucune donnée sur le nombre d'animaux, mais on arrive à faire une cartographie, alors qui n'est pas représentative de la race asine, de la présence asine, parce que l'essentiel sont des animaux qu'on appelle communs, mais voilà, on arrive à une cartographie avec un certain nombre de choses qui se dégagent. Il y a bien des foyers de race, on voit bien dans le Poitou, en Normandie, voilà. Alors, toujours est-il que donc on a une connaissance qui apparaît assez difficile, hein, avec des interrogations méthodologiques qui sont nombreuses, et donc pour aller à l'essentiel, ça débouche sur le fait que manifestement on doit aller vers une approche beaucoup plus qualitative avec des enquêtes de terrain auprès des acteurs de ce monde. Alors avec un autre élément, c'est que
derrière tout cela, alors je ne sais pas si j'aurais dû mettre des professionnels d'ailleurs, puisque j'ai mis derrière qu'il y avait des amateurs, mais en tout cas, il y a des acteurs qui sont très diversifiés, amateurs, ou presque amateurs, professionnels, et puis d'autres acteurs, hein, parce qu'il y a aussi des marchés, il y a donc aussi des négociants, voilà. Alors, on peut se fonder aussi sur un certain nombre d'autres sources, faire travailler les étudiants, regarder les sites internet, lire la presse professionnelle parce qu'il y en a une. Et puis, on a pensé investiguer des territoires tests, peut-être à l'échelle d'un canton, pour voir un peu ce qui se passe et essayer de réaliser voilà, de trouver les âmes. Voilà. Alors, deuxième point, sur ces formes de présence. On l'a dit, elle est discrète mais elle est réelle. Alors il y a une chose qui est par exemple étonnante, c'est que quand vous regardez le fichier CIR, manifestement, il y aurait des ânes dans 22 000 communes en France. C'est-à-dire qu'il y en a presque, pas partout, mais presque partout. Alors par contre, avec des formes différentes. Alors, il y a des territoires qui s'apparentent à des berceaux de race dans lesquels le poids de l'antériorité est évident, hein, notamment en Poitou, en Normandie, on l'a déjà un peu vu sur les deux cartes précédentes, peut-être en Corse, avec des effectifs un peu plus faibles, voire en Berry, voire en Bourbonnais. Par contre, il y a des contextes qui sont plus compliqués à décrypter, c'est notamment celui de l'âne des Pyrénées, où dans cette région, on voit des ânes un petit peu partout, mais en fait, l'essentiel sont des ânes communs. Il suffit de regarder, de revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Finalement, peu d'ânes de race. Est-ce que l'on n'est que dans les Pyrénées? Non, puisque ce foyer s'étend bien au-delà sur une partie de l'Aquitaine. Et puis en plus, il y a des différenciations entre des types gascons, catalans, intermédiaires que vous devez connaître. Voilà. Alors, y a-t-il une relation avec les régions d'élevage? Bon, à la base, on est surtout en présence d'un animal accessoire, d'un animal d'appoint, appoint pour la transhumance, portage du lait, etc. Voilà. Et tout ça a été marginalisé par la mécanisation, modernisation, sauf que il en reste quand même toujours un petit peu quelque chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a bien plus d'ânes en Normandie et dans les massifs montagnards qu'ailleurs. Voilà. Alors, relation avec les systèmes d'exploitation, elle est assez confuse. Par contre, on voit un certain nombre d'éléments qui ressortent, hein. Les régions céréalières ont largement abandonné cet animal. Par contre, il est plus présent chez les éleveurs. Il se maintient, voire il se développe en maraîchage, même si je pense qu'il n'y existe pas de données statistiques. Bon, dans le cas des animaux d'agrément, c'est différent puisqu'il n'y a pas système d'exploitation. Dernier point avant de passer la parole à mon collègue, il y a aussi des relations à l'espace à des échelles plus fines. On voit bien qu'il y a une présence forte dans le périurbain avec des amateurs, des animaux d'agrément qui peuvent utiliser des parcelles en marge. Et puis on constate aussi qu'il y a des formes de partage du finage. Alors ça, c'est notamment dans les milieux, on a mis intensifs de moyenne montagne, de montagne, type les petites Bretagnes agricoles du Massif central, où les ânes et les vaches, en gros, ne sont pas sur les mêmes lieux dans le finage. C'est quoi le finage? Alors le finage, c'est l'espace agricole qui traditionnellement était autour du village. Eh ben voilà. Donc, en géographie, pour comprendre les formes, les différenciations spatiales, on procède souvent par l'analyse typologique pour différencier les territoires. Alors, on peut faire cette typologie soit par types régionaux, soit par type d'utilisation. Donc, rapidement, on a fait des types religieux. Actuellement, nous sommes à mi-parcours de notre travail financé par l'IFCE. Nous avons fait 2 enquêtes de terrain dans les Pyrénées et en Berry-Bourgogne, en Berry-Bourbonnais, c'est là que nous présentons aujourd'hui. Sur l'âne du Berry, sur l'âne des Pyrénées, d'abord il y a une forte intériorité des usages de l'âne par la transhumance, le transport, le multage, qui explique l'importance encore aujourd'hui des éleveurs et de l'âne sur le massif. C'est une race reconnue avec un syndicat actif, des débats,
des tensions, parfois aussi des procédures au sein de l'association des Indes des Pyrénées. Des acteurs engagés qui utilisent l'âne, que ce soit pour le lait, soit ou bien pour la sélection raciale, ou pour les différentes formes de tourisme. Dans un territoire, il faut bien reconnaître aussi, comme m'a dit mon collègue, où l'âne commun est plus nombreux que l'âne des Pyrénées, même dans cette zone où l'association est active. Dans l'âne du Berry, et en Bourbonnais, on a une situation tout à fait différente. L'ancrage local tient à une relation forte à l'histoire de terre à forte présence de métayage. De ce fait, il a connu un énorme recul structurel du fait de la modernisation agricole. Il s'est même effacé, quasiment disparu de ces zones-là, et il a connu une forme de renouveau grâce à une dynamique associative, à une génération de militants folkloristes qui se sont engagés pour faire reconnaître la race Grand Noir du Berry, qui était la première race reconnue dans les années 90, bien avant celle du Poitou l'était bien avant, mais les Grands Noirs du Berry ont obtenu les premiers la reconnaissance de la race, et puis ensuite l'âne du Bourbonnais. Cependant, il y a des barrières structurelles à ce renouveau. C'est le débat toujours récurrent sur l'origine des races, que ce soit pour le Grand Noir du Berry ou le Bourbonnais. L'utilité de cette race, de ces races dans des espaces qui sont faiblement touristiques, comme l'Allier ou l'Indre, et la faiblesse des effectifs qui posent des difficultés évidentes de maintien, de pérennité. L'autre aspect intéressant, c'est d'analyser la présence de l'âne dans des régions intermédiaires, des régions qui ne sont pas fortement marquées par une race. Alors nous avons fait, pour des questions de facilité, travail des étudiants dans le Puy-de-Dôme. Voilà un département où on n'a aucune référence particulière à une race, on n'a pas un berceau, ni de grands pôles touristiques, si ce n'est dans le massif des volcans, peu de professionnels, quelques âniers, mais on a des amateurs nombreux, des ânes d'agrément un peu partout, comme dans tous les espaces métropolitains français ou périurbains. Donc là, on a travaillé sur des territoires tests, sur certaines formes de cantons, et on a fait un travail, on est en train de faire un travail similaire en Dordogne, en Haute-Saône ou en Bretagne. Ça donne une première carte de synthèse que je propose là, que nous avons proposé, sur laquelle on pourra revenir dans le débat, si vous voulez, sur la présence des polazins. Les enjeux actuels, rapidement, ils tiennent aux effectifs, à la présence de l'âne et puis aux diversités des formes d'utilisation et de valorisation. Le premier enjeu, c'est celui de la reconnaissance des races et de leur pérennité. Le débat qu'on a senti très net en parlant dans nos entretiens semi-directifs auprès des âniers, c'est est-ce que finalement les races ont une utilité dans l'utilisation de l'âne en maraîchage, pour la production laitière ou bien pour l'utilisation touristique. Il n'est pas évident que la reconnaissance raciale soit intéressante. Et là, l'exercice du PGET, le travail que fait l'INAM, est en cours, participe à ce débat. L'autre élément, donc, c'est l'enjeu productif, avec la question de la viande, qui est une question taboue. Mais pour avoir assisté à la foire de Morse il y a 4 semaines dans le Cantal, il y a bien un enjeu productif qui existe, il y a quand même des producteurs. Et puis, il y a la question du lait, en plein développement, dans un schéma assez classique de production agricole, avec des formes de valorisation à la ferme en direct ou de filières agro-industrielles, parfois même internationalisées, avec des structures importantes. Là, on réalise des enquêtes auprès des travaux de recherche, des vétérinaires, des tests vétérinaires, des entreprises. Enfin, l'enjeu touristique, qui est très net localement, que ce soit auprès des chemins de Stevenson dans les Cévennes, des chemins de Saint-Jacques, de Gavarnie. On a une logique très proche de celle du tourisme équestre, avec une vraie professionnalisation de certains âniers et un rôle important dans l'animation touristique de territoires que l'on a pu constater en Ardèche ou dans les Pyrénées ou bien même en Aveyron.
Ce ne sont pas des projets spécifiquement agricoles. Il y a un grand lien avec la politique de la PAC, qui permet de soutenir en fait certains âniers, très nets dans les Pyrénées ou dans le Massif central, et le lien entre des projets d'installation d'urbains en milieu agricole qui s'appuient justement sur cet enjeu touristique. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, les enjeux ont longtemps été cantonnés à la conservation génétique de la race, des races asines, dans le contexte du déclin du cheptel. Et aujourd'hui, il me semble que ces enjeux sont nouveaux, sont plutôt sur... ils sont plus nombreux, comme on a essayé de monter. Il y a des enjeux productifs, il y a des enjeux de valorisation. Il y a la question de la production laitière et de l'enjeu racial, de l'utilisation touristique et de la sélection raciale, qui renvoie donc à des nouvelles dynamiques de l'élevage et à l'utilisation de l'âne et à sa compréhension de sa diffusion sur une grande partie de la France. Voilà. Pour le débat, je peux remettre la carte synthétique, peut-être. Merci beaucoup. Alors,